Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. 1868. La cité phocéenne, vibrante et grouillante de vie, est soudainement saisie par une série de morts suspectes. Des maris apparemment en bonne santé succombent mystérieusement les uns après les autres. La rumeur enfle, le poison se murmure, l'affaire des empoisonneuses de Marseille est née. Acte 1, les soupçons. Au cœur du quartier populaire du Panier, trois veuves se retrouvent au centre des soupçons. Marie Autran, Rosine Salvago et la jeune Joséphine Duguet. Leurs maris, Antoine Ville, Jean Salvago et Louis-Joseph Gabriel, sont morts à quelques mois d'intervalle dans d'étranges circonstances. Des rumeurs de poison commencent à circuler, alimentées par le comportement suspect des veuves. Acte 2, l'enquête et le rôle de Barthélemy Marino. Entrée Barthélemy Marino, un maçon, amant de Marie Autran, qui jouera un rôle crucial dans l'affaire. Alerté par une indiscrétion, Marino va mener une enquête personnelle digne des plus grands romans policiers. Usant de ruses et de mensonges, il se rapproche des suspects et obtient des aveux. Il découvre alors un complot machiavélique impliquant non seulement les trois veuves, mais aussi une tireuse de cartes, Fanny Lambert, et un herboriste spirit, Jean-François Joy. Marino, muni d'un échantillon du poison, se rend à la police et dénonce le complot. Acte 3, le procès et la condamnation. Le procès s'ouvre le 4 décembre 1868 au palais de justice d'Aix-en-Provence, captivant l'attention du public. L'affaire devient une véritable sensation, alimentant les chroniques judiciaires et les conversations de comptoir. Les témoignages se succèdent, dévoilant un tableau sordide de manipulation, de cupidité et de trahison. Le verdict tombe le 8 décembre 1868. Jean-François Joy, Fanny Lambert, Marie Autran et Joséphine Duguet sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Rosine Salvago écope de 20 ans de travaux forcés. À l'audience du procès, on apprend. Marino est marié à une femme qui vend des fleurs sur le cours Saint-Louis, où se tiennent habituellement les bouquetières. Je vous en ai parlé de ces bouquetières du cours dans un précédent épisode, allez l'écouter. Vers le 20 août, une femme qui n'est autre que Fanny Lambert, plus connue sous le nom de Lamberte, vint au cours Saint-Louis et chercha la femme de Marino. Celle-ci était absente. Lamberte s'adressa alors à la nommée Angélique Jourdan, dont le pavillon touche à celui qu'occupe la femme Marino, et lui tint le singulier langage que voici. Dis à Miette, Marino, qu'elle se tienne sur ses gardes et fasse attention à elle. Son mari a une maîtresse, et cette maîtresse veut la faire mourir à petit feu. Elle est convenue de cela avec l'herboriste, qui demeure rue du Panier. Si Miette veut s'en convaincre, qu'elle aille chez l'herboriste accompagnée de 2 témoins. Elle lui dira qu'elle a un amant, qu'elle veut se débarrasser de son mari et qu'elle veut lui demander du poison. L'herboriste refusa d'abord, mais en lui offrant une bonne somme d'argent, il consentira. Alors Miette prendra ses 2 compagnes à témoins, elle leur dira que l'herboriste veut l'empoisonner elle-même, comme il consent à empoisonner son mari. Lamberte ajouta pour fortifier l'avertissement qu'elle croyait devoir donner à l'épouse de Marino que la maîtresse de ce dernier avait déjà empoisonné son propre mari avec le secours de l'herboriste. Lorsque, le lendemain, Angélique Jourdan rapportant ces paroles à la femme Marino, celle-ci fut si troublée qu'elle fondit en larmes. Un peu plus tard, rentrant chez elle, son désespoir n'était point encore apaisé, et ce fut en pleurant qu'elle rapporta à son mari ce qu'elle avait appris. Celui-ci s'efforça de la rassurer, en traitant de fable tout ce qu'on avait dit à sa femme, mais au fond, il fut vivement impressionné car il avait ses raisons pour trouver quelque fondement au récit d'Angélique Jourdan et résolut d'approfondir ce qui se passait. Pour cela, il s'adressa à la veuve Ville, dont il était effectivement l'amant depuis environ 2 ans. Celle-ci nia tout, excepté ses relations avec l'herboriste Joy, chez qui elle était allée récemment, mais disait-elle pour traiter de l'achat d'un fonds de buvette. Alors Marino résolut d'aller trouver Joy lui-même et de recourir au mensonge pour lui arracher la vérité. « Je suis l'amant de Madame Ville, lui dit-il, et je sais tout ce qui s'est passé. Mais vous n'avez fait que la moitié de la besogne. Je veux vivre librement avec Madame Ville. Pouvez-vous me débarrasser de ma femme ?» Une fois l'herboriste rassuré sur les prétentions de Marino, moyennant finance, il ajouta « Que cela ne tienne, ce n'est pas moi qui ai soigné Monsieur Ville, c'est cette tripoteuse de Lamberte qui est à peine bonne pour tirer les cartes et qui veut se mêler de ce qu'elle ne sait pas. Elle ne pouvait venir à bout de faire mourir le sieur Ville, mais moi je suis intervenu et avec ma poudre blanche, je l'ai expédiée en quelques jours. Laissez-moi faire, suivez exactement les indications que je vous donnerai et votre femme ne traînera pas longtemps. Rendez-vous pris pour le lendemain soir à 7h chez la dame Ville. » Le lendemain, pressée par Marino, la veuve Ville avoue. Elle indiqua
Fanny Lambert lui avait d'abord servi d'auxiliaire pour faire périr son mari, mais dans un des derniers temps, elle avait substitué aux anciennes drogues une poudre blanche qui avait précipité le résultat. Cette poudre venait de chez Joy. Joy arriva et demanda si Marino était toujours décidé. À la réponse affirmative, l'on convainc que Joy apporterait le poison le surlendemain, le 27 août. Le 26 août, Marino et la veuve Ville se rencontrant dans le cabanon où ils avaient l'habitude de se retrouver, et elle lui avoua que nous ne sommes pas les seuls. 2 autres femmes avaient à sa connaissance agi vis-à-vis de leur mari comme elle-même, Rosine et la veuve Gabrielle. Le jeudi soir, le 27, Joy arriva avec un flacon contenant la poudre blanche. Il tira de ce flacon quelques pincées de poudre qu'il enveloppa dans un papier, remit le tout à Marino avec des instructions détaillées et en l'engageant, vu les instructions de Lambert, à ne pas en faire usage à Marseille. Marino sortit de chez la dame Ville pour se rendre au commissariat de police. Le produit analysé confirma être de l'arsenic et de la belladone. Telles furent les révélations de Marino. Elles étaient trop précises et trop saisissantes pour qu'on ne pût tarder à prendre les mesures qu'elle exigeait. Dans la matinée du 29 août, la justice fit arrêter avec Joy et Fanny Lambert les veuves Ville, Salvago, dite Rosine et Gabrielle. Pour la petite histoire dans l'histoire, on notera que parmi les avocats, on trouve Félix Barré, avocat de Joy, qui deviendra plus tard maire de Marseille, et pour la veuve Ville, Gaston Crémieux, dont on reparlera quand on va évoquer la commune de Marseille en 1870. L'affaire des empoisonneuses de Marseille a profondément marqué les esprits, devenant un symbole des dangers du poison et de la manipulation. Elle a inspiré de nombreux récits, des complètes populaires, romans et pièces de théâtre, reflétant l'obsession de l'époque pour les crimes et les mystères. L'affaire a également soulevé des questions sur la condition féminine et la place des femmes dans la société du XIXe siècle. Les motivations des empoisonneuses, souvent liées à des mariages malheureux ou à des difficultés financières, ont ouvert un débat sur la vulnérabilité des femmes et les limites de leur liberté. L'affaire des empoisonneuses de Marseille reste gravée dans les mémoires collectives comme un sombre chapitre de l'histoire de la ville. Elle continue de fasciner, d'interroger et d'inspirer, nous rappelant les recoins les plus sombres de la nature humaine et les complexités des relations humaines.